Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, nous reprenons donc à la section 6. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie. Section 6, intervention publique. Couverture déficit budget commune établissement public. Chapitre 1, budget communal, 41 571 100 euros. Monsieur Poirier. Merci, Monsieur le Président. La loi 1316 du 29 juin 2006 consacre l'autonomie de la mairie. Autonomie qu'il faut entendre plus comme une autonomie de gestion pour un territoire composé d'une seule commune englobée dans la surface de l'État. C'est le 1er mai 2013 que la Charte européenne de l'autonomie locale est entrée en vigueur. Et signe du destin, c'est aussi en 2013 que le concept même de cette autonomie est sujet à interprétation. Derrière les mots de mission ou de compétence, c'est en fait une bataille sur les moyens financiers pour mener des actions communales. Représentant le conseil communal au sein du comité des finances locales et ancien conseiller communal ayant œuvré à mettre en place le dispositif de l'autonomie, je suis particulièrement vigilant à la liberté d'action accordée à la mairie pour mener des actions concrètes, encadrées par la loi qui a consacré ce dispositif. Les crèches, la téléalarme, les repas à domicile, je n'oublie pas non plus la médiathèque, sujet de toute notre attention dans les prochains mois. Ce sera tout. Merci, Monsieur Poirier. Monsieur Masseron, je vous en prie, c'est juste sur le principe de l'autonomie. Je comprends bien ce que dit Monsieur le conseiller national, mais comme il le sait, le gouvernement et le conseil communal se sont mis d'accord. D'ailleurs, je crois comprendre qu'il devait y avoir une séance du conseil communal hier et le maire l'a bien expliqué. En l'occurrence, pour la nouvelle crèche, les moyens ont été donnés. En revanche, il a été bien indiqué, et le maire en est tout à fait d'accord, que lorsqu'il s'agit du regroupement, de la rénovation, de la réhabilitation d'un équipement public, a priori, il s'agit évidemment de la même mission et par conséquent le même périmètre. Et donc, il n'y a pas a priori de compensation financière par l'État. En l'occurrence, en ce qui concerne la crèche de la Condamine, il a été considéré que l'impact sur le budget communal était important et qu'à ce titre, il y avait effectivement une possibilité d'aider le conseil communal à remplir la mission qui est la sienne. Et la discussion, je dirais, le dialogue plus exactement constructif qui a eu lieu entre les deux institutions a permis de trouver un accord. Et comme vous le savez, dans le budget qui vous est aujourd'hui proposé, les moyens ont été attribués à la commune pour lui permettre donc de faire fonctionner cette nouvelle crèche. De la même manière, et je l'ai dit tout à l'heure, que pour une mission alors là nouvelle et une extension du périmètre, qui est la gestion de la maison des associations, il va de soi que sans discuter, le gouvernement a prévu une somme, en l'occurrence de 150 000 euros, pour permettre à la mairie de remplir la mission qu'elle était d'accord pour accomplir, je dirais, pour le compte de l'État. Parfait. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Je mets donc le chapitre. Oui, monsieur Boéry. J'ai deux observations à faire. Donc la première, je l'ai apportée hier, ça appartient à la commune. Donc je ne veux pas m'immiscer dans les affaires de la commune. Mais je pense que si on peut lancer l'étude de l'élévation d'un étage à l'école supérieure d'art plastique, je crois qu'on ferait vraiment un bel effort, au moins de lancer l'étude, puisqu'elle est dans les cartons depuis longtemps. Et je crois qu'on peut faire, d'une part, un bâtiment écologique qui permette vraiment à l'école de s'épanouir. Donc, je l'ai signalé hier, je voudrais le signaler. Et puis, au moins, j'avais dit au début de mon explication de vote, la dernière fois, que je reviendrai en fonction des chapitres sur la simplification, ce que j'appelais le choc de simplification au niveau de la méthode budgétaire. Et ici, je voudrais juste, alors, qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas agressif, et si je me permets de le dire, c'est parce que je pense que je fais totalement confiance au contrôle de dépenses, à la Commission supérieure des comptes pour contrôler les comptes. Mais je suis tombé sur, par hasard, le budget de la commune, section 1, dans le rapport de l'exercice budgétaire 2012, et je me suis mis à le lire. Page 2, on parle donc des recettes propres de la commune, une seule ligne.
Primitif 2011, objectif modificatif 2011, primitif 2011 et modifié 2012. À la page 4, on me parle du résultat 2011 et des prévisions 2012 et des résultats 2012, et à la page 5, des recettes propres 2011 et 2012. Autrement dit, sur cette ligne de recettes, on a parlé 9 fois de la même chose, avec seulement 2 fois des chiffres identiques. Alors chaque fois, ça change de 3 virgules, de quelques chiffres, et je crois que si on prenait un chiffre de référence et qu'on n'en change pas, ça ne perturberait pas l'analyse des comptes. Et il y en a un 10e qui est cette fois-ci dans le budget 14, qui est évidemment encore différent des autres. Donc je crois que c'est ça que je disais, on pourrait essayer de faire une simplification en disant, bon allez, on décide de faire une référence, et puis c'est toujours la même, quoi. Merci, M. Boéry. Si vous permettez, Monsieur le Président, sur le deuxième point de votre intervention, Monsieur Boéry, je suis tout à fait d'accord. Je dirais même que c'est l'intérêt du gouvernement. Donc, Monsieur Castellini et Madame Rosa Brunetto vont travailler sur cette question. Et j'espère que l'année prochaine, on aura une amélioration notable pour qu'on ait une visibilité globale des crédits alloués à la culture. C'est tout l'intérêt, pas seulement du gouvernement, mais du pays. Sur le premier point, j'ai eu l'occasion de le dire à la directrice de l'école, ainsi qu'à la présidente des amis de l'école. Le gouvernement est ouvert à la reprise de ce projet. Cependant, le gouvernement s'assurera, bien sûr, d'avoir les fonds nécessaires, donc ça dépend de la situation économique de l'année prochaine, et 2, que ce bâtiment n'impacte pas l'aspect visuel du rocher, comme hélas, je le dis clairement, ce bâtiment et le haut du bâtiment, ici, impactent, bon, d'une certaine manière, la vue du rocher. Quand on est au haut de l'avenue d'Ostende, on voit la soucoupe. Bon, moi, ça ne me plaît pas, je vous le dis à titre personnel. Bon, bon. Mais donc, le bâtiment de l'école d'art, il faut éviter ça. Je suis totalement d'accord avec vous sur Merci, ces deux Monsieur points. le Ministre. La parole est à Monsieur Burini. Moi, je voulais faire une remarque d'ordre général sur la section 6 et les interventions publiques. Et j'aimerais commencer par une phrase du professeur Raymond Barre, que j'aime bien, et qui dit que tout l'art de la politique économique, c'est affecter des moyens limités à des besoins nombreux et illimités. On a vu ce soir combien ces besoins et ces demandes étaient nombreuses et illimitées. Donc, c'est vrai que la gratuité coûte cher aussi. Malheureusement, on n'a pas pu assez parler, il était tard, des recettes. Je crois qu'il nous disait aussi que pour faire du social, il faut de l'argent, donc des recettes. On ne peut faire que du social, être bienveillant que grâce aux recettes. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention du gouvernement sur peut-être dans le futur une plus grande discipline et des arbitrages peut-être à faire sur certaines dépenses. Parce que c'est vrai qu'on a toujours de l'exceptionnel qui est récurrent à Monaco. Chaque année, on a un départ de Tour de France. Chaque année, on a une exposition quelque part. Chaque année, on a un congrès international. Donc, c'est ce que j'appelle de l'exceptionnel récurrent et qui fait évidemment partie de notre attractivité par ces manifestations, par ces événements qui mettent l'accent sur Monaco, qui en font parler, etc. Mais je demande vraiment qu'on essaye de réfléchir aux événements les plus porteurs et quelquefois faire des arbitrages, parce qu'effectivement, en me basant, disons, sur le réalisé 2012, donc sur 2 ans par rapport à ce prévisionnel 2014, on a une augmentation de près de 10%. Donc je crois que même quand les choses vont bien, et l'économie ne se porte pas trop mal, surtout par rapport à d'autres quand on se compare, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser la garde et la discipline budgétaire, je dirais.
Merci. C'était une remarque d'ordre général. Merci, Monsieur Burini. Le gouvernement partage entièrement ce que vous venez de dire. Une augmentation de 10%, c'est à peu près en ligne avec l'augmentation de notre PIB quand même. Hein. Bon. Mais les recettes augmentent plus vite que les dépenses. Bon. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas dans une situation quand même... mais il faut être vigilant et faire très attention. Oui. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets donc le chapitre 1 sur le budget communal aux voix. Oui, Monsieur Stenay. Non, je voulais juste... Excusez-moi, enfin, décidément. Non, Monsieur le Ministre, vous parliez de 10%. Je me rappelle que, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je vous dis que l'un des grands avantages de Monaco, c'est qu'on avait une croissance à la chinoise. Mais en même temps, c'est un désavantage parce que, regardons ce qui se passe chaque fois qu'on nous annonce que le PIB chinois est en baisse, le monde tremble. Il ne faudrait pas non plus qu'une variation de quelques points sur notre PIB, je pense que l'impact serait assez catastrophique. Vous avez complètement raison. Toute la difficulté de l'exercice ici, c'est que la marge de manœuvre est très faible. Et donc on peut être impacté. Par exemple, l'ISB a diminué. Bon, heureusement, la TVA l'a compensé, mais on est donc assez exposé, c'est vrai. Merci beaucoup. Donc, je remets le chapitre 1 sur la commune aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre 1 est adopté. Chapitre 2, domaine social, 35 917 500 euros. Monsieur Ritt. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir sur le CHPG, mais globalement également sur 2 lignes qui ne figurent pas au budget, puisque je crois que ça dépend du FRC, à savoir l'IM2S et le centre cardio-thoracique. Monsieur le conseiller, je suis un fervent supporter de ce brillant athlète dont vous êtes le coach éclairé et qui, dans une course de haie à vous couper le souffle, a réussi à ne pas se faire rattraper par cette T2A qui le poursuit. J'évoque là, bien sûr, le centre hospitalier. Ce dernier, qui a pu sauver encore pour quelque temps sa tarification au prix de journée, a eu plus de chance que cet autre établissement monégasque dont l'État est devenu tout récemment propriétaire, l'IM2S. Alourdi depuis sa naissance par une T2A privée, la moins favorable, l'IM2S n'a jamais pu prendre son envol vers une prospérité financière pour laquelle il avait été conçu. Mais qu'en est-il du 3e mousquetaire, le centre cardio-thoracique, qui lui aussi est partiellement la propriété de l'État? La menace d'un passage à la T2A le guette à plus ou moins court échéance. On espère seulement qu'il aura droit à la moins pire, la T2A publique, mais rien n'est moins sûr. Nous voyons donc que chacun à son rythme, mais de manière inéluctable, nos 3 établissements de santé se retrouvent dans la même galère tarifaire, creusant derrière eux, en guise de sillage, un déficit qui s'annonce assez considérable. J'en arrive aux solutions. En fait, à l'échelle de ces établissements et dans la conception de la santé que le gouvernement et les élus ont consensuellement choisi pour ce pays, il n'y a point d'issue en traitant, comme c'est le cas actuellement, pratiquement 95% de patients assurés aux caisses sociales. Augmenter l'activité, c'est arithmétiquement creuser, ou plutôt augmenter l'activité, c'est arithmétique, creuserait le déficit. La diminuer, c'est descendre en dessous d'un seuil critique. Et un principe immuable nous dit, dans chaque pathologie, il faut traiter un nombre minimum de patients chaque année pour continuer à le faire avec suffisamment de compétences. Au-dessous de ce seuil, il faut cesser de traiter. Et si vous ne le faites pas, ce sont actuellement les assurances qui vous y obligent. À cette souricière, une seule issue, traiter une proportion de 20 à 30% de patients que l'établissement peut tarifer hors T2A, comme par exemple des patients venant de pays étrangers où le coût des soins est plus élevé que chez nous. Et ces derniers deviennent facteurs d'équilibre des autres prestations qui, elles, sont implicitement déficitaires. Il faut de toute urgence explorer cette voie. Elle aurait dû être suivie depuis des années par l'IM2S. Elle est une nécessité imminente pour le centre cardio-thoracique et empruntée dès aujourd'hui par le CHPG, elle peut construire un pont lui permettant de franchir sain et sauf
le gouffre financier que le passage en T2A représente pour cet établissement. Je vous remercie. Merci. Le gouvernement partage largement votre analyse, docteur. Je tiens d'ailleurs à préciser une ou deux choses suite à votre intervention, puisqu'il y a pu y avoir une incompréhension sur ces points. Tout d'abord, la zone de patientèle du CHPG, parce que c'est un peu lié effectivement aux questions que vous évoquez sur la T2A et ses conséquences. La politique du gouvernement n'a pas changé, je tiens à être très clair. Dans le schéma d'orientation sanitaire qui a été élaboré pour l'année 2008, déjà, donc jusqu'à présent, il était déjà indiqué que la zone de patientèle privilégiée était la zone de 125 000 personnes environ, qui va de la frontière italienne jusqu'à Villefranche, incluant évidemment la Principauté et toutes les communes voisines qui l'entourent. Mais que, bien évidemment, c'était une zone préférentielle où il fallait développer d'abord la patientèle, mais que pour autant, puisque nous avons une convention avec la France de sécurité sociale qui nous permet d'accepter tous les malades des Alpes-Maritimes, il n'était pas interdit d'aller chercher aussi et d'accueillir en tout cas des malades hors de cette zone privilégiée. C'est la même politique aujourd'hui et c'est le même discours, il n'y a pas de changement. C'est vrai qu'avec la T2A, ça deviendra d'autant plus nécessaire, comme vous l'avez dit, qu'avec les forfaits français de T2A, compte tenu de la qualité de soins que nous donnons dans notre hôpital public, nous avons 2 fois plus de personnel par lit, par exemple, et nous avons des salaires très supérieurs aux salaires français. Donc il est évident que chaque malade assuré social français qui sera remboursé au niveau de la T2A du forfait français va nous coûter de l'argent, à moins que, et c'est inenvisageable, nous abaissions la qualité des soins de notre hôpital public. Donc pour autant, le gouvernement n'applique pas les choses de manière dogmatique, comme on le dit souvent. Si certains services, à certains moments, il y a des services de référence, il y a des services aussi qui ont beaucoup de lits aujourd'hui par rapport aux besoins de T2A, puisque vous savez qu'une évolution de la médecine, c'est de garder moins longtemps aussi, notamment en chirurgie ou en orthopédie, c'est de garder moins longtemps les gens dans le service. Donc forcément, nous appliquerons dans ces services-là la règle de la zone de patientèle avec du discernement et donc avec des dérogations possibles pour aller chercher des patients au-delà de cette zone de patientèle. Mais je reviens maintenant au cœur de votre intervention, qui est donc l'application future de la T2A. Alors quand même, pour ceux qui ne suivent pas de près ce dossier, ou notamment pour les nouveaux élus qui ont été élus donc en début d'année 2013, je voudrais vous rappeler que quand le ministre d'État et moi-même, nous avons été nommés dans nos fonctions à quelques mois d'intervalle et par le prince souverain, il était prévu une application très rapide de la T2A à Monaco, suite aux discussions qui avaient eu lieu dans le cadre de la commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale, et que notre objectif a été évidemment d'obtenir un délai le plus grand possible pour l'application de la T2A, qui va se traduire, on l'a dit déjà, pour notre hôpital public, sans mesure d'accompagnement, par un remboursement de plusieurs dizaines de millions, probablement une trentaine de millions d'euros de moins pour les mêmes malades et les mêmes pathologies. Donc vous imaginez l'impact que ça aurait si on ne réagissait pas et si on n'anticipait pas sur notre budget national. Parce que notre hôpital est à peu près à l'équilibre dans son fonctionnement. Donc demain, ça veut dire moins 30 millions. Et ces 30 millions, ils seront où ? Ils seront sur le budget. Donc nous agissons d'abord pour retarder cette échéance. Je crois qu'il y a eu des discussions compliquées, mais qui ont abouti avec la France. Nous acceptons bien évidemment un jour l'application de la T2A, ce sont eux qui payent, et ils ont le droit, alors qu'ils appliquent depuis 2006 déjà la T2A à leurs assurés sociaux en France, un jour de l'appliquer à Monaco. Pour autant, nous avons nous fait une concession pour éviter l'application anticipée en 2011, qui était un vrai risque. Quand j'arrive en janvier 2010, on me dit vous aurez la T2A l'année prochaine. Nous avons fait une concession importante qui a permis à notre partenaire français de nous en faire une tout aussi importante, c'est que nous avons accepté d'arrêter des augmentations de nos tarifs hospitaliers à la journée d'hospitalisation, puisque jusqu'en 2010, vous aviez des augmentations de 7-8% appliquées à la France. Et donc, on a dit, on vous comprend, vous avez un déficit, nous faisons un effort, et nous acceptons l'ONDAM,
qui est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie française, nous l'acceptons pour les tarifs que nous allons vous facturer. Donc aujourd'hui, l'ONDAV, c'est 2,5%, ça dépend des années, autour de 2,5%. Ça, c'est notre concession. Mais alors, comprenez-nous, il nous faut du temps. Vos hôpitaux ont eu des années et des années pour se préparer. Vous ne pouvez pas en un an nous appliquer la T2A. Je vais vite. Je dirais que l'accord trouvé, probablement, repousse la T2A à 2018. Alors je dis probablement parce que c'est complexe, mais ça dépend de la possibilité pour les hôpitaux français de facturer au fil de l'eau la T2A aux caisses primaires d'assurance maladie. Et compte tenu des logiciels français et de la préparation de leurs hôpitaux, c'est 2017 probablement aujourd'hui, plus un an, car j'ai demandé une année de plus, puisque les hôpitaux français ont eu du temps, donc une année de plus que cette date, donc autour de 2018. Néanmoins, l'avenir, ça sera la T2A à Monaco. Et donc, vous disiez que cela mettra en difficulté nos établissements qui aujourd'hui sont à la journée d'hospitalisation dans la facturation. C'est une évidence. Il faut donc s'y préparer. Vous avez évoqué une piste, docteur, qui est tout à fait juste, qui est le développement d'une clientèle, d'où toute notre idée de développement de la filière VIP à l'hôpital, donc d'assurer, je dirais, de titulaires d'assurance privée ou payant sur leurs propres moyens hors sécurité sociale française. C'est un des objectifs, évidemment. C'est pour ça que nous voulons créer l'unité de bilan. C'est pour ça que nous avons commencé à créer des chambres VIP au sein de l'hôpital. C'est pour ça que nous avons prévu dans le nouvel hôpital, dans tous les services, des chambres VIP. Parlons notre langue. Après, il n'y a pas que ça. Il y a la négociation avec les caisses sociales monégasques. Donc, car les caisses sociales suivront la T2A, mais nous voulons une T2A monégasque, à iso-ressources. Il est normal que les caisses monégasques, qui aujourd'hui se portent bien, qui n'ont pas les difficultés des caisses françaises, ne donnent ni plus ni moins après. Donc, il y aura une discussion pour que la T2A monégasque soit calculée sur des forfaits supérieurs qui donneront exactement en moyenne, en volume, les mêmes remboursements à nos établissements de soins, centres cardio-thoraciques et centres hospitaliers Princesse Grasse, qui sont encore à la journée d'hospitalisation. Et ainsi, donc ça ne coûtera pas plus cher aux caisses, mais ça nous permettra de maintenir la médecine de qualité pour tous que nous avons à Monaco et que nous voulons conserver pour les monégasques, les résidents et les assurés sociaux des caisses monégasques. Ensuite, il nous faut augmenter les parts de marché des assurés sociaux monégasques. Quand je dis assurés sociaux monégasques, ce ne sont pas que les résidents et les nationaux, ce sont tous nos salariés qui cotisent à nos caisses maladie et qui sont donc remboursés par la caisse de compensation des services sociaux. Nous avons de la marge. J'ai le détail par service, c'est très inégal. L'évasion de nos assurés sociaux vers d'autres établissements qu'à Monaco est très inégale selon les services de l'hôpital public. Nous pouvons donc gagner des parts de marché, et ça veut dire que nous devons valoriser la qualité des soins, la qualité de notre hôpital, la qualité des futurs médecins que nous allons recruter, car je crois qu'il y a une évidence, c'est que c'est aussi d'abord et avant tout la valeur d'un médecin, sa notoriété, notamment des chefs de service, qui font que les malades viennent plus volontiers se faire soigner à l'hôpital public. Donc, nous avons, en accord avec la commission médicale d'établissement, avec le conseil d'administration, nous avons changé la composition des jurys et le gouvernement est extrêmement vigilant et le sera d'autant plus à l'extrême qualité de sélection de nos futurs médecins. Le seul critère, c'est la valeur, c'est la compétence médicale, c'est la qualité des soins qui seront apportés à nos malades. C'est comme ça qu'on gagnera des parts de marché et que les écarts constatés entre services par rapport à l'évasion d'assurés sociaux sera compensé. Donc nous avons gagné 1%, il y a une bonne nouvelle, vous me direz c'est peu, mais en 2 ans, on a gagné 1% de parts de marché sur les assurés sociaux monégasques. Continuons dans cette voie. Et puis, il y a encore un point très important, c'est le développement de toute l'activité ambulatoire. C'est pour ça aussi que nous avons besoin de Tamaris, j'en disais un mot l'autre soir. Nous devons avoir plus de surface pour faire de l'ambulatoire. L'ambulatoire sera facturé et rentable encore en T2A. Nous devons aussi développer donc, des facturations hors hospitalisation. Car la T2A, c'est un forfait
quand vous êtes à l'hôpital, vous avez ce forfait quoi qu'il arrive. Donc il faudra faire des examens avant l'hospitalisation ou après, parce que ceux-là sont facturés et seront facturés en plus de la T2A. Donc croyez bien, et j'en ai terminé, que la direction de l'hôpital et le gouvernement se penchent de manière très approfondie sur cette T2A. Ce n'est pas parce qu'elle arrivera en 2018, probablement, que nous ne devons pas nous y préparer. Nous nous y préparons. Mais vous savez, la meilleure réponse, c'est le nouvel hôpital. Et la vraie période, moi, qui m'inquiète, c'est la durée de 2 ou 3 ans entre la T2A appliquée aux assurés sociaux français et la livraison du nouvel hôpital. Le nouvel hôpital, nous l'avons conçu pour la T2A. Et dans son fonctionnement, nous ferons beaucoup d'économies par rapport à l'hôpital actuel, parce qu'il y a plus d'ambulatoires, parce qu'il y a moins effectivement de lits dans les spécialités qui en nécessitent moins avec l'évolution des progrès de la médecine, parce qu'il y aura un grand service d'hémodialyse qui reste aujourd'hui un des services effectivement rentables en T2A. Donc nous faisons tout pour rapprocher, voir si on pouvait assimiler la date de l'application de la T2A à Monaco et la livraison du nouvel hôpital. Aujourd'hui, vous connaissez les dates prévisibles. 2018 donc pour la T2A française et 2021 pour le nouvel hôpital. Croyez-moi que si dans les négociations franco-monégasques, nous pouvons repousser encore un petit peu la T2A, nous le ferons, parce que, je le répète, l'idéal serait qu'elle arrive avec ce nouvel hôpital qui, lui, nous permettra aussi de faire beaucoup d'économies en gestion. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur Ritz, je crois que vous Oui, voulez... je vous remercie, monsieur le conseiller, de l'exhaustivité ou la quasi-exhaustivité de votre réponse. Je me permettrai simplement de rappeler, parmi les mesures de protection à l'égard de la T2A, on avait commencé par l'une d'entre elles déjà dans les années 2006-2007, on en avait beaucoup parlé, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit en fait de la création d'un nombre suffisant de lits de repli, c'est-à-dire donc de lits de moyen séjour. Or, c'est un point malheureusement, en dehors des lits créés, mais je le rappelle uniquement au bénéfice des assurés monégasques, puisque la convention n'a pas pu être signée entre les caisses françaises et le CR3, donc de la vingtaine de lits disponibles au CR3. En dehors de cela, nous n'avons pas beaucoup avancé sur ce sujet. Et le besoin en lits de moyen séjour, lorsque nous passerons en T2A, va être un élément, de la pierre angulaire, effectivement, du maintien d'une qualité de soins et de suivi des patients, tout en se rapprochant des durées cibles, les durées pour lesquelles la T2A est la moins défavorable, je dirais. Hein. Et là, sur ce point-là, je souhaiterais effectivement entendre le gouvernement nous dire que l'on continue à travailler et que l'on va aboutir d'ailleurs dans ce domaine. Vous avez tout à fait raison. Je ne voulais pas être trop long pour des non-spécialistes, parce que c'est vrai qu'on rentre là dans un débat un peu complexe et technique. Mais vous avez tout à fait raison. Nous avons 30 lits aujourd'hui de suite, de soins, le terme technique, donc soins de suite et de réadaptation. On en a 30 au CR3. Donc on a créé ces 30 lits parce qu'on partage là encore votre analyse. Vous avez raison, la T2A, qui en soi n'est pas un mauvais principe, conduit, quand ces forfaits sont très bas, et c'est hélas le cas, pour la sécurité sociale française, conduit parfois à mettre trop vite dehors de l'hôpital des malades. Puisque que vous gardiez 2 jours, 10 jours ou 15 jours un malade, vous touchez toujours la même somme. Donc on comprend bien que pour la gestion, à un moment, si on est purement gestionnaire, on a tendance à renvoyer trop vite les malades chez eux. Ce n'est pas ce qu'on veut faire à Monaco. Donc pour autant, des fois, entre des lits très médicalisés qui coûtent extrêmement cher et la maison, il nous faut, c'est ce que vous dites, il nous faut des lits moins médicalisés, mais qui permettent, en coûtant donc moins cher, parce que moins médicalisés, avec moins de soins et de personnel spécialisé, nous permettent quand même d'avoir un sas entre l'hôpital et la maison. Nous avons donc ces 30 lits pour nos personnes âgées au Centre Régnier 3 que nous avons créé, et nous sommes demandeurs, nous sommes en négociation avec la France, nous souhaitons avoir 20 lits sur le bassin mentonais, puisqu'il y a un projet qui est cher d'ailleurs à l'ami de Monaco, présidente du groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale, le député maire de la ville de Menton, Jean-Claude Guibal. Donc un projet qui lui tient beaucoup à cœur, c'est la création de ces lits, une centaine sur l'hôpital mentonnais. Et nous pouvons, comme notre zone, nous avons une part importante de malades venant de la zone mentonnaise,
nous souhaitons avoir 20 lits financés et gérés pour nous par Monaco dans cette future création française qui dépend de l'Agence régionale de santé. Et je dois dire que Jean-Claude Guibal est optimiste, nous le soutenons, donc nous l'avons dit aux autorités françaises, nous acceptons de financer et de prendre en charge 20% du projet si nous avons 20 lits. Voilà, donc on fera tout pour faire avancer ce projet. C'est une réponse aussi partielle à ce que vous dites. Merci. Très bonne nouvelle, monsieur. Merci. La parole est à Monsieur Poirier. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi numéro 893 sur le handicap devrait être pardon, voté. excusez-moi. Pardon, Monsieur Poirier. excusez-moi. Est-ce que Monsieur Robineau voulait intervenir sur l'hôpital? Ça vous dérange pas comme ça? Pas c'est du tout. cohérent. Merci beaucoup. Et après, Monsieur Robillon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, j'adhère totalement à vos propos et je pense effectivement qu'il est prudent de spéculer sur la nécessité de réduire le bassin de recrutement, ou en tout cas de le borner à ce qui a été arrêté dans le projet du gouvernement et donc qui a permis de déterminer le format de l'hôpital. Tout ça, bien évidemment, dans l'objectif du passage à plus ou moins court terme à la T2A. Dans cette optique, je souscris à votre souhait qui est de recruter au maximum les patients non assurés sociaux français pour essayer de limiter l'impact de la T2A sur le centre hospitalier. Ces patients sont soit des patients étrangers, soit des patients assurés auprès des caisses sociales monégasques. Il y a quand même 2 points que j'aimerais soulever par rapport à ces patients assurés sociaux monégasques. Premièrement, alors c'est peut-être des cas particuliers, mais pour autant les cas particuliers mis bout à bout finissent par faire un certain volume. Il est des patients assurés sociaux à Monaco qui résident par exemple à Nice, et qui vont devoir bénéficier de soins chroniques donc, tout au long de l'année. Ces patients vont donc devoir bénéficier de transports sanitaires par ambulance, et on se heurte actuellement à un problème qui est le refus de la prise en charge par les caisses monégasques de ces transports. Les caisses sociales de Monaco nous indiquant que peut-être il serait plus simple que ces patients soient traités sur Nice. Ça me paraît relativement paradoxal par rapport à cette volonté qui est de recruter sur Monaco les patients assurés sociaux à Monaco. Le deuxième point est qu'effectivement, dans la logique de la T2A, il convient de réduire les durées de séjour. Il convient de réduire de séjour, ça sous-entend avoir des lits de moyen long séjour ou des lits de soins de suite. Et une partie de cet objectif est remplie par la construction du centre Régnier 3, qui est un centre gérontologique, mais qui comprend également des lits de SSR, certes gériatriques. Par rapport à la rentabilité des services de l'hôpital, il est clair qu'il faut réduire le nombre d'assurés sociaux français en proportion, donc essayer d'optimiser le nombre d'assurés sociaux monégasques dans ces services. Et je dois constater qu'il a été permis au centre Régnier 3, excusez-moi, je suis un peu long, oui, mais il faut... d'admettre des patients dès l'âge de 60 ans. Ce qui pour moi est un petit peu paradoxal puisque la gériatrie a priori commence au plus tôt à 65 ans, que l'on a plutôt tendance à élever cet âge et que quand on se base sur un calcul de moyens pour les services de gériatrie, en général on se base sur une population de 75 ans et plus. Je ne voudrais pas que cette filière gériatrique recrute au détriment des services du CHPG un certain volume de patientèle assurés sociaux à Monaco et donc déséquilibre quelque part les finances de l'établissement hospitalier. Je vous remercie. 2 points dans votre intervention.
Écoutez, quand je suis arrivé dans mes fonctions en janvier 2010, il y avait une inégalité de traitement entre les ambulances de Monaco et les ambulances de France, puisque nos caisses sociales avaient assuré le tiers payant et accepté donc le remboursement de nos malades par les ambulances françaises, et les Français n'acceptaient pas le tiers payant pour le remboursement des ambulances monégasques transportant des assurés sociaux français. C'est un point qui est réglé aujourd'hui, donc j'ai obtenu l'égalité de traitement. Par contre, j'ai eu beaucoup de requêtes de nos ambulanciers. Je n'ai jamais eu celle que vous évoquez ce soir. Donc, le refus par les caisses sociales de Monaco de prendre en charge des transports d'assurés sociaux de Monaco résidant à l'extérieur de Monaco pour aller à l'hôpital. Donc, écoutez, je reçois beaucoup de requêtes depuis 4 ans. Je n'ai jamais reçu une requête. Ceci dit, donc, vous avez peut-être des exemples. Donc, je vous propose de me les donner. J'ai moi-même contacté votre département pour vous signaler au moins 2 cas de patients traités par hémodialyse, assurés sociaux à Monaco, résidant à Nice, et pour lesquels nous avons reçu des caisses sociales monégasques un refus de prise en charge des transports. On ne fait pas état, je m'excuse. Très bien. Mais écoutez, vous ne m'en avez hein. pas parlé, donc ça ne m'est pas remonté. Donc si ces 2 cas en particulier, on va les régler parce que c'est peu. Hein, et effectivement, il y a une logique. Donc, parfois les caisses sociales ont une autre logique, hein, et c'est logique, si je puis dire, sans jeu de mots. Elles défendent l'intérêt des caisses. Donc la dépense minimale, c'est ce que veut la direction des caisses. Bon, après, il y a l'intérêt général de la santé en principauté. En l'occurrence, sur ces déplacements-là, il y a un intérêt pour nos établissements de soins. Je vais donc regarder de près ces quelques cas et en parler à la direction des caisses pour qu'on puisse prendre en charge les déplacements. Le deuxième point est plus complexe, Président. Le deuxième point, donc, c'est le court séjour gériatrique du CR3 par rapport au service hospitalier. Donc, il faut que je vous dise 2 mots sur ce sujet. C'est un fait que nous avons créé le centre Régnier 3, pas seulement avec une unité de long séjour. On aurait pu faire 210 lits de long séjour. On a voulu un court séjour gériatrique de 30 lits, parce que ça correspond à un vrai projet médical et ça correspond à l'intérêt des malades, parce que je crois qu'au-delà de l'intérêt de chaque service entre l'hôpital et le CR3, il faut penser à l'intérêt des malades. Et ce service a été créé d'ailleurs avec les votes l'approuvant de la commission médicale d'établissement, du conseil d'administration de l'hôpital. J'ai ici les votes auxquels d'ailleurs, docteur, vous avez participé et les procès-verbaux disent que vous avez accepté ce projet médical. Il s'agit, je vais vite, c'est comme ça que ça a été voté, également par vous, il s'agit de traiter les polypathologies du sujet âgé, chute à répétition, troubles nutritionnels, infection du sujet âgé, en particulier chez une personne polypathologique. Donc tout ceci a été approuvé, je le répète, par les votes. Je ne rentre pas dans le détail du conseil d'administration et de la CME. Ce que je voudrais dire, c'est que il a été, c'était d'ailleurs, je reviens un instant, c'était le 20 novembre 2012, le court séjour gériatrique, donc le conseil d'administration se prononce pour qu'il accueille des malades de plus de 60 ans, et surtout 75 ans et plus, Cette unité sera la plaque tournante de la prise en soins hospitalière des personnes âgées. Elle sera plus particulièrement destinée aux patients âgés polypathologiques, ça revient. Elle complétera les autres unités de court séjour du centre hospitalier Princesse Grace et leur permettra de se recentrer sur leur discipline propre. Alors, moi j'ai les statistiques, si vous voulez, que me donne la direction de l'hôpital. Je pense qu'on ne va pas la soupçonner, évidemment, de ne pas me donner les vrais chiffres. Elles sont arrêtées à la fin octobre 2013, docteur, donc c'est tout récent, puisqu'on a un peu de recul maintenant. Le CR3 a ouvert en février, et donc j'ai les chiffres jusqu'à fin octobre 2013. Eh bien, la moyenne d'âge du court séjour gériatrique, c'est 81 ans et demi. Pour la moyenne de tous les malades accueillis de février à octobre au court séjour gériatrique. Et pour être très, très précis, 57% de plus de 85 ans, 31% de 75 à 84 ans et 12% de 60 à 74 ans. 12%. Voilà. Dans le service de spécialité médicale,
et je reconnais celui dont vous êtes le chef de service, et je reconnais que c'est là qu'une part de subjectivité peut exister. Vous avez une moyenne qui est assez proche, puisque près de 80% de vos patients donc, ont plus de 60 ans. Bon. Moi, je vous rappelle aussi qu'on a voulu le CR3 et le court séjour gériatrique parce que nous étions saturés. Et d'ailleurs, quand je regarde aujourd'hui le taux d'occupation de l'hôpital, essayez de trouver un lit en octobre, en novembre, à l'hôpital ou actuellement à l'hôpital de Monaco. Vous êtes tous pleins. Donc, quel est le problème? Quel est le problème? On a créé le court séjour, 30 lits, ce n'est pas les 210 lits du CR3, pour désengorger les urgences. Vous vous plaignez tous, les chefs de service, tous, que vous étiez débordés par les urgences. Vous envoyez des malades, parce qu'il n'y avait pas justement pour les personnes âgées, il n'y avait pas de court séjour avant, et vous n'arriviez plus à les accueillir. Il y avait des malades dans les couloirs des urgences de l'hôpital. Donc quel est le problème aujourd'hui? Si les services de l'hôpital étaient vides, je dirais effectivement c'est une concurrence, il faut qu'on équilibre. Mais aujourd'hui, je pense que ça se passe bien pour les autres services hospitaliers. Donc quel est le problème? Rappelons-nous que l'essentiel, c'est quand même l'intérêt des malades et la qualité des soins qu'ils reçoivent. Mais pour aller dans votre sens, et j'en ai terminé, docteur, moi je veux bien qu'on se voit avec le professeur Pess, le chef de la filière gériatrique, et donc du court séjour, la direction de l'hôpital, vous-même et éventuellement d'autres chefs de service qui penseraient aussi que ce court séjour interprète, parce qu'en fait, le seul mot, c'est polypathologique. Je reconnais que s'il y a une seule pathologie d'un homme de 60 ans ou d'une femme de 60 ans, il est plus logique de l'orienter vers le service de spécialité que vous dirigez, par exemple. Moi, je suis prêt, écoutez, pour ces 12%, on se voit, on regarde, et s'il y a 1 ou 2% de gens de moins de 75 ans qui n'ont qu'une pathologie, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils soient au court séjour gériatrique. Mais très honnêtement, ça ne sera pas plus que ça. Donc, faisons cette réunion, regardons de manière dépassionnée ensemble la réalité. Et s'il y a des malades en pathologie unique de moins de 75 ans qui sont actuellement orientés vers le court séjour gériatrique du CR3, moi je serais alors d'accord pour qu'on donne des instructions pour qu'ils le retournent vers le CHPG. Bien, merci beaucoup, docteur. Merci, monsieur le conseiller. Docteur Ritt. Oui, je me permets d'intervenir brièvement en soutien à l'intervention de mon collègue Robineau, dans la mesure où je ne sens aucun conflit d'intérêts, puisque ce problème qu'il vient d'évoquer touche essentiellement les services de médecine. Étant chef de service d'un service de chirurgie, je me sens moins concerné. Par contre, ça ne m'empêche pas d'être observateur dans le même observatoire, le CHPG. Alors, Kennedy a dit « Ich bin ein Berliner ». Cohn-Bendit est resté célèbre pour sa phrase « Nous sommes tous des juifs allemands ». Et je dirais, homme de plus de 60 ans, nous sommes tous des polypathologiques. Ça, c'est déjà une chose acquise. Et donc, partant de là... Non, c'est pas encore sûr, ça. Il y a des exceptions, monsieur Boéry. Elle ne confirme jamais la règle, en général. Donc, dans ce contexte, je dois vous dire que, on va crever l'abcès. Le CR3 est un établissement vaste, très vaste. Il a été conçu, on va dire, pour les horizons 2030. Et effectivement, il a été touché brutalement par le refus d'acception justement d'une convention de la part des caisses françaises, et on aurait pu imaginer qu'il soit effectivement à demi-plein ou à demi-vide. Je conçois parfaitement que l'on ait utilisé tous les moyens pour le remplir, des moyens honorables, je dis bien, mais par exemple, il est intéressant d'observer peut-être l'hospitalisation à domicile. J'entends, alors encore une fois, vous allez me dire gossip, ragot peut-être, mais j'entends pas mal de familles signaler que des patients ont vu donc leur hospitalisation à domicile commuter en séjour au CR3. J'entends plusieurs chefs de services voisins, donc médicaux. En voilà un de chef de service, mais il n'est pas le seul, je peux vous l'assurer, signaler qu'effectivement, aux urgences, il arrive... Alors, l'excuse d'un CHPG plein,
Bon, c'est vrai, il n'est pas toute l'année, je vous rassure, il l'est souvent. J'en sais quelque chose puisque mon service est le service qui pratique le plus la notion d'hébergement. Donc je me tiens au courant justement de l'état de répression justement du CHPG à ce point de vue-là. Et ce n'est pas permanent. Alors ça peut nous rendre service, certes, mais il ne faut pas que ce soit quelque part une habitude qui aboutirait à un hôpital dans un hôpital ou un hôpital à côté d'un hôpital avec une concurrence, l'antithèse de ce que le gouvernement essaie d'obtenir. Le gouvernement souhaite des synergies et une complémentarité. Je prends l'exemple, on revient à l'orthopédie, du service d'orthopédie et de l'IM2S. Il serait dommage, somme toute, que l'on aboutisse, ne serait-ce que très peu, à une notion de concurrence entre des services de médecine dédiés et, quelque part, un service de gérontologie qui est, malgré tout, quelque part également pas directement habilité, quelles que soient les compétences, hein, puisque, entre autres, le professeur Pess est parfaitement compétent pour traiter ces patients. Mais néanmoins, je crois que cette réunion dont vous parlez, monsieur le conseiller, est la solution, de manière à désamorcer quelque chose qui n'est que... Ce sont des prémices, mais il ne faut pas que ça se développe. Merci. Nous sommes donc d'accord. Les plus de 75 ans d'abord. Ok, on est d'accord pour organiser la réunion. Et les polypathologiques seulement. Non, mais ça va, on va pas repartir. Parce que sinon, on n'y arrive pas là. Rassurez-vous, je ne suis pas chef de service à l'hôpital, donc je ne vais pas continuer ce discours. Simplement, la chose importante pour que les gens comprennent, ce que Jacques Ritt a dit en de très beaux termes, c'est en gros pour la T2A, il faut une possibilité de pouce-pouce. C'est-à-dire des patients qui vont d'un service actif à un service moins actif, éventuellement en retour. Donc c'est important. Là, moi, je vois ça sous l'aspect pouce-pouce, comme on avait quand on était gamin. L'idée de faire des lits de suite à Menton, ça traîne depuis des années. Enfin, vous êtes bien au courant là-dessus. Je suis relativement inquiet, parce que c'est vrai que autant ça intéresse beaucoup au Menton, parce que ça permettrait d'avoir des employés et de générer des emplois dans ce secteur. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. J'avais déjà proposé à une époque, mais bon, je peux la reproposer. Je me dis, on va dépenser une centaine de millions pour restructurer le Cap Fleuri. Pourquoi ne pousse-t-on pas pour essayer de favoriser des lits de suite sur le Cap Fleuri, qui soient budgétés par la France? Parce que c'est ça le vrai problème. Si on se les budgète nous-mêmes, bon, ben... on fait ce qu'on veut, on décide ce qu'on veut, mais ce qu'il faut, c'est arriver à les budgéter avec la France. Alors peut-être vous avez eu des négociations, peut-être on vous a dit non, mais on aura des surfaces, des lits en quantité suffisante, qui ont déjà été vidés en grande partie pour aller au CA3. Si on arrivait à négocier avec la France, puisque les bâtiments sont déjà construits, puisque ça fera des infrastructures à ne pas dépenser pour la France, pourquoi n'arriverait-on pas, peut-être c'est illusoire cette histoire-là, mais pourquoi n'arriverait-on pas à négocier quelques lits de suite? Je ne dis pas qu'il faut mettre 160 lits de suite sur le Cap Fleuri, mais ne serait-ce qu'une trentaine de plus sur l'ensemble du Cap Fleuri, ça serait peut-être budgété par la France, ce serait peut-être une solution. C'est une suggestion. Merci, monsieur Robillon. Oui, ok. N'oublions pas qu'on a aussi des lits de suite dans le futur hôpital Princesse Grasse, hein, donc pour nos besoins de la principauté. A priori, si vous voulez, les lits de suite de l'hôpital nouveau, un futur, plus la Palmeraie, si ma mémoire est bonne, à Menton, c'est suffisant d'après les spécialistes pour nos besoins. Par ailleurs, si vous imaginez bien que si des politiques français ont du mal, vous avez raison, hein, à faire réaliser des lits de suite, on a très peu de chances de les faire réaliser dans une structure monégasque par la France. Donc et c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet médical du Cap Fleuri ne comprend pas des lits de suite. Donc ça remettra en cause complètement le projet. Mais la construction est faite. Enfin voilà, on ne va pas aller plus loin. Et date sera prise effectivement pour une réunion de coordination. Je pense que c'est très important. Ce sont des sujets absolument essentiels. Ils sont très techniques. Je crois que les 3 médecins présents, mais M. Kuki n'a pas pris part à la discussion, mais non. Sont parfaitement d'accord, effectivement, pour rencontrer le Conseil de gouvernement pour les affaires sociales. Ça me paraît très important. Monsieur Burini. Je crois que depuis 5 minutes, je suis devenu hypocondriaque. Monsieur Steiner, vous l'êtes déjà, donc vous êtes comme moi. Non, mais je voulais remercier M. Burini parce que j'ai un gros problème. Non, un à la fois, docteur. Chaque fois que ma femme veut voir
Dr House, Grey's Anatomy, tous ces trucs-là. Le lendemain, je suis malade. Maintenant, grâce à vous, demain matin, je vais courir dans la glace, me regarder, je vais voir si j'ai pas quelque chose de... Merci. La parole est à Monsieur Poirier pour son intervention sur le handicap. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme j'ai commencé à le dire, le projet de loi numéro 893 sur le handicap devrait être voté très prochainement. C'est bien ce que nous espérons tous. La CISAD, nouvellement désignée, s'est attelée sans attendre à l'étude de ce projet de loi. Mais nos questions relatives au cadre bâti et à l'accessibilité ont, semble-t-il, mis en évidence des failles dans le projet de loi. En date du 4 octobre dernier, vous nous répondiez, Monsieur le Ministre, que vous alliez lancer de nouvelles consultations à ce sujet. Nous restons en attente d'informations de votre part. Aussi, contrairement à ce que j'ai pu lire dans un quotidien hebdomadaire, la majorité n'a pas plié face au gouvernement, mais la majorité a pris ses responsabilités. En prenant l'initiative de faire avancer le volet social de ce projet de loi, en amendant cette première partie et en repoussant l'étude du bâti, des communications par le gouvernement du résultat de ces consultations. Soyons pragmatiques. Donnons déjà des droits aux personnes que nous devons protéger, puisque tout le monde s'accorde sur ce volet. Traitons le bâti dans un second temps. Dès retour du gouvernement, la CISAD reprendra bien sûr le dossier en priorité et portera ses observations sur le nouveau texte. Toutefois, Monsieur le Ministre, il me semble nécessaire de se fixer des objectifs de temps pour disposer de cette seconde partie de texte. Je ne voudrais pas que ces dispositions partent vite aux oubliettes et que finalement, faute d'avoir voulu aller trop vite, notre loi puisse ne pas défendre totalement le droit des personnes handicapées. Je pense qu'il faut se fixer un délai maximum pour recevoir ces nouvelles dispositions et pouvoir les étudier. Peut-être qu'un an serait quelque chose qui irait bien, mais je vous laisserai la parole ensuite. Je regrette que M. Roubillon ait dû nous quitter subitement, parce que justement, j'allais lui répondre. Effectivement, mais comme c'est au PV, il aura l'occasion de lire le PV, ou peut-être que, M. Pasquier, vous ne manquerez pas de rapporter mes propos. Hier soir, il craignait que l'artillerie lourde vienne à sa décharge. Après le brillant exposé que nous avons eu sur l'hôpital, c'était peut-être une frappe chirurgicale. En fait, c'était surtout une fausse alerte hier soir. Mais ce soir, je comptais répondre à ces différentes allégations. Il n'est pas là. Il paraîtrait... Il n'est pas là, mais ça sera au compte-rendu. Enfin, sauf si vous voulez que je continue mon intervention plus tard, mais il me semblait nécessaire d'avancer, quoi qu'il en soit. Attends, on va passer 2 heures. Vous voulez qu'on attende? Allez-y, allez-y. Je reprendrai... Non, enfin... Je vous en prie, terminez. Il est parti? Oh, c'est dommage. Ah bon. Donc je ne vais pas attendre, si vous en êtes d'accord. Donc effectivement, et excusez-moi, je cite M. Roubillon, mais n'étant pas là, M. Pasquier, je vous demande de porter les valises. Effectivement, il paraîtrait, M. Roubillon, que ce texte vous reste en travers de la gorge. C'est en tout cas ce qui est écrit. Mais en fait, M. Roubillon, je m'interroge même sur vos réelles motivations. Vos affirmations dans la presse sont mensongères. Vous semblez ne pas connaître le dossier qui pourtant faisait partie des priorités de votre majorité depuis fin 2011 sur le bureau de l'Assemblée. Que s'est-il passé alors? Était-ce peut-être parce que vous n'avez pas trouvé le temps de participer à aucune des commissions organisées relatives à l'étude de ce projet que vous regrettez qu'il avance sans vous? Venez débattre dans les réunions de travail, comme le font vos collègues indépendants, M. Pasquier, M. Grinda. Cela sera certainement plus constructif. Et vous ne serez pas surpris que je ne partage pas l'appréciation de M. Roubillon. L'ancienne majorité n'avait pas bien travaillé, elle n'avait juste rien vu. Merci, M. Poirier. M. Boisson et... Moi, ça concernait M. Granda, donc M. Pasquier, pour lui faire la transmission. Non, mais Alors, Monsieur Boisson, il s'agit du handicap ou pas? Oui, du handicap. Ah, Oui, bien sûr. Non. J'ai été surpris par la déclaration de M. Granda qu'il a fait à la télévision locale sur ce sujet. Pour une juste et correcte information au public, je vais démontrer que ces affirmations sont fausses. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une attaque, mais d'une mise au point, tout simplement. Il a affirmé que le retrait de 19 articles transforme ce projet de loi en une coquille vide. Ce projet de loi comporte 79 articles. La majorité demande la suppression de 19 articles. 79 moins 19 font 60 articles que nous conservons et sur lesquels nous avons travaillé, qui traitent d'eux, par l'occasion, c'est une bonne information pour le public,
la définition du handicap, du statut de personne handicapée, de la commission d'évaluation du handicap, de l'attribution du statut de personne handicapée, de la santé, de l'accueil, de la scolarité de l'enfant handicapé, de l'aidant familial, du travail, de la commission d'orientation des travailleurs handicapés, de l'emploi, de l'aide par le travail, de l'allocation d'éducation spéciale et son complément, de l'allocation logement, du contrôle et des sanctions administratives, des moyens de transport collectif adaptés, des cartes de stationnement, de transport de priorité, de l'accès des animaux d'assistance, etc. Et il appelle cela une coquille vide. C'est de la désinformation. Et quel manque de respect pour tous ceux qui ont travaillé tant d'heures dans de multiples commissions. Il a ajouté, ça c'est excellent ce soir, seul le groupe Union monégasque s'y opposait. Le public croit donc, au moment du vote, le groupe de 3 membres de l'UDM s'y sont opposés. Mais de quel groupe parlait-il? D'ailleurs, c'est marrant, ce soir c'est pareil. Il a soulevé un sujet alors que ce jour-là, lors de la commission du mercredi 4 décembre, au jour du vote, M. Grenda n'était pas présent, quelles que soient les raisons. Il n'y avait qu'une seule personne, M. Pasquier, qui n'a d'ailleurs pas parlé des crustacés avec coquilles vides ou pleines, mais qui a donné pour motif « Je m'oppose à cette décision, car je crains que le projet de loi sur l'accessibilité ne soit jamais voté. » C'est un autre sujet, et sa position est tout à fait respectable. Le comble, c'est que lorsqu'il a présenté, là je parle de M. Grenda à nouveau, que le retrait de toutes les dispositions relatives à l'accessibilité des futurs immeubles que comportait la loi, c'était son motif de base, il ne s'agit pas seulement de futurs immeubles, mais d'autres immeubles aussi existants, confère article 47. Et c'est pour cela que la majorité a retiré ces articles, par nécessité d'un approfondissement de la réflexion avec le gouvernement. Alors que l'opposition, vous voudrez que l'on vote une loi qui obligerait tous les propriétaires publics et privés concernés à porter des transformations dans des immeubles, même lorsque c'est impossible, il n'y a qu'à voir certains bâtiments. En conséquence, pour appliquer strictement la loi, il faudrait abattre et reconstruire un très grand nombre d'immeubles. C'est une position irresponsable et hallucinante. M. Grenda participe aux commissions de manière cordiale et positive, et soudain, et ce n'est pas la première fois, il offre un visage totalement opposé lorsqu'il s'exprime en public ou aux médias pour adresser des reproches à la majorité. Je conclus. Je me permets de l'inviter à faire preuve d'une plus grande cohérence dans son attitude à notre égard, afin que nous puissions poursuivre les travaux ensemble de manière constructive. Je le remercie par avance. Merci, M. Pasquier, de me faire mon intermédiaire. Mais je peux lui envoyer le texte s'il veut. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Je vais vous dire un mot avant que M. Valéry de réponde sur le fond. Je voudrais dire, M. Poirier, que le gouvernement, même s'il n'est pas demandeur, contrairement à ce qui a été abusivement dit par un membre de votre groupe, M. Pasquier, le gouvernement accepte cette suggestion, et non pas pour différer le texte, puisque c'est le gouvernement qui est à l'origine du texte. Donc le gouvernement n'a pas changé d'avis. Le gouvernement souhaite le vote de ce texte. Cependant, le gouvernement est réaliste et sait bien qu'il y a un certain nombre de difficultés techniques pour présenter à la Haute Assemblée le schéma des textes d'application qui concrétiseront les articles votés. Et donc, je vous donne l'accord du gouvernement et M. Valéry peut peut-être préciser comment nous pourrions, dans un délai qui est celui que vous avez indiqué, répondre à votre souhait légitime. Merci, Monsieur le ministre. Oui, donc nous acceptons donc, comme l'a dit le ministre d'État, votre proposition, car je crois qu'effectivement, il y a 2 écueils à éviter. On sera tous d'accord. Ne pas voter ce texte, je rappelle quand même que le gouvernement l'a déposé en décembre 2011, donc ça fait maintenant 2 ans. Et ce texte, il faut le voter parce qu'il marque des avancées importantes pour les personnes handicapées de la principauté. Il comporte, vous dites 2 volets, moi je dirais 3 volets, mais on peut discuter. Mais il y a quand même 3 aspects majeurs, 3 avancées majeures, et des avancées sociales avec de nombreuses aides, le statut de l'aidant nouveau créé, etc. L'insertion professionnelle, il y a toute une partie qui concerne comment favoriser l'accès au travail des personnes handicapées. Et il y a une 3e partie qui concerne l'accessibilité, la mise aux normes des bâtiments, la construction d'appartements adaptés, etc. Donc ne pas le voter pour retarder encore, c'est pas bien. Et donc nous sommes d'accord avec votre proposition de voter dès que possible les parties sociales et les parties d'insertion professionnelle qui ne posent aujourd'hui, on peut le dire, je crois, pas de problème. Même si le Conseil national a envoyé un certain nombre d'amendements qu'on a reçus hier, je crois, ou avant-hier, mais qui sur le fond ne posent pas de problème, j'en suis persuadé.
Et puis, l'autre danger serait, effectivement, si on écarte la partie sur l'accessibilité, de ne jamais plus la voter. Hein. Pour autant, la voter sans texte d'application réaliste, c'est pas sérieux, parce qu'effectivement, ça peut poser des problèmes économiques à la principauté, aux propriétaires, aux copropriétaires, à la construction immobilière. Donc, ce que nous allons faire, on en parlait encore ce matin avec le ministre d'État, c'est prendre quelques mois. Hein, je crois qu'il faut se donner un délai absolument, parce que c'est le genre de texte complexe qui, sur le plan technique, pose beaucoup de problèmes. Et si on ne se fixe pas un délai, on aura toujours de bonnes raisons, et les services techniques auront toujours de bonnes raisons pour ne pas nous donner de réponse. Oui. Donc moi, même cette partie concerne le département de l'équipement, donc je parle sous le contrôle de Marie-Pierre, qui est là-bas, oui. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'on consulte des experts. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'est extrêmement complexe et technique. Et donc moi, je crois que ce que va faire le gouvernement, c'est se tourner, on l'avait déjà dit, vers des professionnels de la principauté, c'est vrai, mais aussi vers des experts, pour leur demander leurs conseils et leur avis. Et il faut qu'avant la fin de l'année, et au plus tôt si possible, il y ait un nouveau projet uniquement donc, sur l'accessibilité, car loin de nous l'idée de ne jamais aider nos résidents handicapés à améliorer l'accueil des bâtiments, les entrées d'immeubles, partout où ça sera possible et raisonnable, et la création d'appartements adaptés. Donc voilà ce que nous vous proposons. C'est au plus tard, avant la fin de l'année qui arrive, vous aurez donc un nouveau projet sur l'accessibilité. Merci, monsieur le conseiller. La parole est à monsieur Pasquier. Très rapidement, Monsieur le Président, très rapidement. Juste pour remercier Monsieur le Ministre et Monsieur Valéry pour leur précision et votre réponse. Ça sera tout. Merci. Je peux parler ? Je vous en prie, Monsieur Pasquier. À Monsieur Valéry, je voudrais dire que son intervention est tout à fait correcte, mais un petit peu surprenante, puisque si je comprends bien, c'était un projet de loi, et c'est quand même le gouvernement qui l'a mis devant le Parlement. Donc s'il y avait des études à faire, peut-être auriez-vous pu penser les faire avant d'envoyer ce projet devant le Parlement, ou alors je ne comprends rien. Enfin bon, prenons... Il s'agit de textes d'application qui ne sont pas dans la loi, mais qui conditionnent, effectivement, si la loi est votée, c'est un tout. Donc vous avez donc envoyé donc, ce projet de loi devant le Parlement sans avoir prévu qu'il y aurait eu des textes d'application. C'est pas ce que vous faites généralement, hein. Franchement, on est habitué un peu plus de suite dans votre démarche. Mais enfin, c'est pas grave, je passe. À M. Boisson, je voudrais dire que son intervention m'a beaucoup amusé et que je suis content qu'il pense qu'une loi s'apprécie au nombre de ses articles, comme un livre, la qualité d'un livre s'apprécie au nombre de ses pages. À vous deux, je voudrais dire simplement que la teneur et la véhémence de vos réactions à notre analyse confirment simplement que notre appréciation initiale était bien fondée. Je vous remercie. Monsieur Poirier. On ne va pas commencer le débat, je pense, ce soir sur la loi sur le handicap. On aura l'occasion d'y revenir et je pense qu'on aura l'occasion de débattre, justement. Le point, Monsieur Pasquier, comme je l'ai salué, c'est votre travail que vous avez mené en commission, en CISAD, et là-dessus, il n'y a aucun problème, et je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis même publiquement, vous êtes le bienvenu, et vos réactions sont bonnes à chaque fois. Par contre, prendre le relais de la presse pour dire des choses qui sont fausses, ça, je ne peux pas laisser faire. Ce qui est dit est faux, c'est tout. Donc on redit les choses dans la vérité, le débat se fera, vous avez le droit de penser que la loi est mal faite, ou ceci ou cela, ce n'est pas un problème, mais dire des choses qui sont erronées, ça non, c'est tout. Merci, Monsieur Poirier. Monsieur Boisson, vous voulez répondre à Monsieur Pasquier? Bon, alors allez-y. Mais après, c'est fini. Hein, c'est pas répondre à Monsieur Pasquier. Et je mets le chapitre 2 aux voix. Hein. Voilà. C'est juste une précision. Je pense que dans la façon de travailler, il faut une certaine loyauté. On ne peut pas passer des moments ensemble en commission, à travailler de manière positive, à être d'accord sur un certain nombre de choses. Et quand vous donnez position, vous avez vu, on avait des échanges, vous avez pris une position différente, c'était très intéressant, vous étiez le seul. Et ensuite, après la commission, d'autres membres qui ne viennent pas à la commission disent le contraire à la presse et manipulent l'information. Voilà la raison de notre réaction. Simplement, ou on est loyal entre nous, ou alors on fait de la politique politicienne. J'en appelle simplement loyauté. Quand on n'est pas d'accord, on le dit, on en discute, c'est intéressant pour les débats. On ne fait pas ce genre de coup d'aller dire, raconter n'importe quoi à la presse, je vous l'ai démontré. Donc c'est un appel pour qu'on retrouve un travail positif, comme ça se passe en commission. Mais il n'y a pas de visage, un en commission, un autre de l'autre côté. Sinon, c'est des effets de manche. Merci, Monsieur Boisson. Je mets donc ce chapitre 2 aux voix. Y a-t-il des avis contraires
Des abstentions. Ce chapitre 2 est adopté. Chapitre 3, domaine culturel, 8 306 500 euros. Je mets également ce chapitre 3 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ce chapitre est adopté. Intervention, chapitre 4, domaine international, 21 544 500 euros. Y a-t-il des remarques sur ce chapitre subvention? Je mets ce chapitre 4 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Le chapitre est adopté. Merci. Chapitre 5, domaine éducatif et culturel, 35 836 000 euros. Y a-t-il des interventions sur ce chapitre assez vaste? Je voudrais quand même souligner un point, parce que, bon, on va y revenir. On n'a pas le droit de parler du Grimaldi Forum parce que, quand on en parle, on a l'impression qu'on met en cause. Non. Simplement, c'est entre 14 et 15 millions par an. Et donc, je pense que ça vaut la peine de temps en temps se poser les questions, non pas sur leur performance, mais je dirais par retombée, en espérant que le Yacht Club, ce ne soit pas la même chose. Donc ça, il arrive, le Yacht Club. C'est ça la vraie crainte que j'ai. Et puis, par ailleurs, je voudrais souligner la performance du musée océanographique qui a, depuis quelques années déjà, non seulement arrêté la chute des visiteurs, mais là, complètement inversé la courbe et où on a un axe d'attractivité tous les étés et même pendant l'année assez formidable. Je voulais au moins le dire. Voilà. Merci, Monsieur Boëri. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Monsieur Boëri, oui, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il soit complètement juste de peser le rôle du Grimaldi Forum uniquement sur les dépenses de fonctionnement rapportées aux recettes. Il faudrait pour ça, pour faire une analyse juste, il faudrait intégrer les retombées directes et indirectes générées par les manifestations qui ont lieu au Grimaldi Forum et qui n'auraient pas lieu à Monaco s'il n'y avait pas le Grimaldi Forum. On peut d'ailleurs commencer, on pourrait commencer à faire cette étude dans la mesure où l'IMSEE étudie les retombées des principales manifestations du Grimaldi Forum. Et je le dis, parce que je le pense, la question du Yacht Club, du futur Yacht Club, doit se poser dans ces termes. Et pas une étude des dépenses de fonctionnement et des recettes directes du Yacht Club. Le Yacht Club sera, comme le Grimaldi Forum, un instrument considérable de rayonnement de Monaco et de retombées sur Monaco. Merci, Monsieur le ministre. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre? Bien. Les avis contraires? Les abstentions? Ce chapitre est donc adopté. Chapitre 6, domaine social et humanitaire, 27 487 500 euros. Madame Rouguignon. Merci, Monsieur le Président. À ce stade, mon intervention portera sur la problématique de la formation en principauté. Notre projet politique se fonde, dans le domaine dont je m'occupe au sein de la CISAD, celui du travail et de l'emploi, sur l'accompagnement des Monégasques et sur la sécurisation de leur parcours professionnel. Nous le savons tous, la formation revêt une importance capitale pour l'emploi des Monégasques. C'est grâce à cette formation que les compétences peuvent être mises à jour ou orientées vers de nouveaux débouchés. Cette formation doit s'accompagner aussi de la possibilité pour les grands employeurs de détecter les talents, les futurs talents. Donc j'encourage le gouvernement à poursuivre en les amplifiant les efforts relatifs à la formation. Ce doit être le cas dans la fonction publique et je pense qu'on peut investir encore plus pour mettre en place une véritable dynamique avec les services concernés. Forcément, et le groupe majoritaire le rappelle sans cesse, ce doit être le cas à la SBM, que ce soit au niveau des jeux, de l'hôtellerie ou de l'administration. Il y a à la SBM et dans d'autres sociétés à monopole concédé des talents qui méritent d'évoluer et des parcours qui méritent d'être accompagnés par une formation efficace et adaptée.
Et dans le secteur privé, enfin, j'encourage le gouvernement à revoir à la hausse les budgets alloués à la formation professionnelle et à mettre en place des dispositifs encore supérieurs, soit auprès de la fédération patronale, soit par d'autres moyens à sa convenance. Voilà. Je vous remercie. Merci, Madame Bourguignon. Merci, Madame Bourguignon. Évidemment, le gouvernement partage entièrement ce que vous venez de dire. Sur la fonction publique, nous l'avons déjà évoqué. Je crois que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut que nous revoyions et que nous remontions un peu les crédits alloués à la formation continue des fonctionnaires, pour les raisons que vous avez indiquées, aussi pour détecter les futurs talents, les futurs hauts fonctionnaires. Pour l'instant, nous avons la volonté de le faire, mais ça n'a pas encore été tout à fait mis en œuvre. Et sur la SBM, bien sûr, ça, le gouvernement sera vigilant. Et sur le privé, peut-être, Stéphane, vous pouvez répondre. Oui, on a eu l'occasion de vous donner plus d'informations en séance préparatoire à un privé suite aux questions que vous avez posées. Je ne vais pas donc prendre trop de temps à cette heure avancée. Simplement vous dire que nous partageons votre volonté de développer la formation, qui est un atout indispensable pour l'avenir. Le service de l'emploi donc, est le service à Monaco qui, pour le privé, donc, pour les salariés du privé, s'occupe de cela. Il y a de nombreuses formations collectives qui sont organisées par ce service. En anglais, par exemple, des formations métiers pour aider des demandeurs d'emploi à se former dans des métiers où nous n'arrivons pas à trouver de personnel formé. Donc chaque année, nous formons des assistants administratifs et comptables. Nous formons en technique de l'accueil, des téléopérateurs, des secrétaires médicales. Nous manquons de secrétaires médicales formés à Monaco, de valets de femmes de chambre, de personnel de sécurité. Tout cela donc est assuré par des formations aux demandeurs d'emploi du service de l'emploi. Je vais vite. Il y a des formations aussi individuelles qui viennent compléter ces formations collectives, les validations d'acquis de l'expérience, des formations avec des consultants venant aider à préparer un CV, à préparer un entretien d'embauche, à faire un bilan de compétences. 2 chiffres, et j'en ai terminé. 2008, c'était 105 000 € investis pour cela par le service de l'emploi. 2010, 150 000. Et pour vous dire qu'on partage votre objectif avec ce gouvernement, en 2014, vous allez voter 361 000. Donc on n'aura plus que doublé le budget en 4 ans. Et personnellement, je le souhaite, dans le cadre des arbitrages budgétaires, le gouvernement le sait, chaque année je demande davantage et je continuerai à demander davantage. Car cet argent-là, bon, ça reste quand même des sommes très raisonnables, 360 000 € sur notre budget national. Ces sommes-là, elles sont vraiment bien investies. Car on ne forme que des demandeurs prioritaires. Donc on forme les monégasques, on forme les résidents, et on leur donne une vraie chance de retrouver un emploi, et on aide aussi nos entreprises en leur fournissant une main-d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin. Merci, Monsieur le conseiller. Monsieur Boisson. Qui suis dans le secteur privé, je confirme ce que dit Monsieur le conseiller. Mais en complémentarité, lorsque nous avons rencontré des représentants de la fédération patronale, ils nous ont rappelé que la formation professionnelle dans le secteur privé était particulièrement faite à leur initiative, puisqu'ils n'avons pas le principe du 1% français, et que leur budget est très raisonnable, et ils espéraient avoir une rallonge, je pense qu'ils ont évoqué, je me retourne vers mon collègue Philippe Rézy, 30 000 €. Ils ont été accordés. 25 000 ont été accordés. Bon, donc, de toute façon, de conserver donc cette attention, parce que c'est vrai, quelque part, vous externalisez, vous déléguez, et c'est vraiment un investissement pour l'avenir. Et je crois que donc on est tous d'accord qu'on s'associe au gouvernement avec la fédération patronale. Merci. J'ai dit que j'allais vite. Je n'ai donc pas parlé des formations en dehors du service de l'État. Il y a effectivement une aide de l'État à la fédération patronale. Absolument, pour aider la formation. Merci, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur Boisson. Je mets donc ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ce chapitre est adopté. Chapitre 7, domaine sportif, 6 342 700 €. Y a-t-il des interventions? Sur le domaine sportif, nous en avons déjà parlé. Je vous rappelle, mes chers collègues, que dans ce chapitre 7, il y a le Yacht Club. Monsieur Crovetto. Merci, Monsieur le Président. Concernant le Yacht Club, c'est sans doute un vecteur d'attractivité pour la principauté, mais comme vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, il ne faut pas le fermer uniquement à ses membres. L'objectif est d'équilibrer les comptes à terme sans subvention directe, c'est ce que j'ai cru comprendre. On s'en félicite,
Mais je voulais souligner que donner en 2015 définitivement la gestion de l'avant-port au Yacht Club reviendrait à réduire les revenus de la SEPM, donc à octroyer une subvention indirecte au Yacht Club. C'est pourquoi il est important de connaître avant son inauguration le budget de fonctionnement du Yacht Club. Merci. La parole est à Monsieur le conseiller pour les finances. Oui, c'est juste une parenthèse. Je vois que le Yacht Club se retrouve au milieu de tout ce qui concerne le domaine sportif, notamment le tennis, la Fédération motonautique, l'ASM, mais je m'exprime volontiers puisque c'est effectivement moi qui me suis exprimé sur ce sujet ces derniers jours. Donc, rien n'est décidé pour ce qui se passera après 2015. Donc, voyons déjà, comme cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises, le fait qu'on a une demi-année qui est l'année 2014, l'année 2015, sur laquelle je vous ai déjà donné quelques prévisions, où on devrait avoir effectivement un déficit d'exploitation. Je ne reviendrai pas sur ce que le ministre d'État disait lui-même, où on ne peut pas mesurer uniquement l'intérêt du Yacht Club par rapport à ce qu'il coûte et par rapport à ce qu'il génère directement. Je vous rappellerai simplement que, pas plus tard que cette année, j'ai été informé par la direction des services fiscaux de TVA qui a été générée sur la vente de bateaux et l'installation de personnes de très haut niveau en principauté, donc il n'aurait sans doute pas, si le Yacht Club actuel et a fortiori le Yacht Club futur n'existait pas, qui n'aurait peut-être pas acheté ou loué d'appartements, qui n'aurait certainement pas généré la TVA, qui va couvrir plusieurs années de déficit d'exploitation prévisionnelle si ce bâtiment emblématique n'était pas construit. Mais je vous rappelle aussi que par rapport au déficit d'exploitation tel qu'il a été envisagé par l'institution, une grande partie repose sur des charges de personnel qui n'ont pas encore été embauchées, qui n'ont pas encore été arbitrées en faveur donc de ces embauches. Donc on ne se retrouve pas dans une situation même jusqu'à cette échéance de 2015 qui soit particulièrement préoccupante. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Y a-t-il d'autres remarques? Je souhaitais simplement dire que je m'étais rapproché aujourd'hui, oui, des responsables du Yacht Club. Il n'y a pas d'arbitrage définitif concernant ce que M. Boëry évoquait hier, à savoir le practice de golf. Donc c'est effectivement quelque chose qui a été mentionné par le passé, qui est envisagé, mais il n'y a pas de décision définitive à ce sujet. Et quand j'ai mentionné le coût éventuel, là on m'a dit que c'était clairement excessif, très très excessif par rapport à ce qui devrait, si jamais ce practice voyait le jour, être effectivement investi. Donc à ce stade, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'apparemment les responsables eux-mêmes ne sont pas fixés sur le devenir. Toujours est-il qu'effectivement, si c'était avéré, alors l'espace d'exposition que vous avez évoqué, évidemment, ne serait plus disponible. Je veux juste simplement dire comment j'ai fait le calcul. On a 109 millions, divisé par le nombre de mètres carrés, la salle d'exposition de 1500 mètres carrés étant inclus, j'ai simplement pris le mètre carré à tous. Voilà. Si on prend maintenant qu'un aspect marginal des choses, on sait bien que ça sera un surcoût pour le reste. Mais voilà. Merci. De toutes les façons, mes chers collègues, je pense que nous réentendrons parler du Yacht Club au moment du budget rectificatif, c'est fort probable, avec une subvention substantielle qui sera inscrite. Il y a une forte probabilité que nous retrouvions, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Donc le sujet est attendu. Bien, je mets donc ce chapitre 7 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ce chapitre 7 est adopté. Chapitre 8, organisation, manifestation, 35 586 900 euros. Y a-t-il des interventions sur ce chapitre? S'il n'y en a pas, je mets ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre 8 est adopté. Chapitre 9, aide, industrie, commerce et tourisme, 11 188 000 euros. Je mets également ce chapitre aux voix. Oui, Madame Roguegnon. Oui, en mai 2008, la Principauté de Monaco a confié à Catalyse
une étude pour voir le positionnement économique du quartier de Fontvieille. C'était un échantillon d'entreprises industrielles qui a été rencontré, qui ont démontré un fort attachement à la principauté et qui aimeraient que la principauté se sente attachée à elle. Là, j'ai relu vos réponses. Et elles émettent 3 conditions de maintien en principauté pour la majorité d'entre elles. C'est la baisse du loyer ou une prime supplémentaire. J'imagine, dans le prolongement de cette étude, en mai 2010, il y a une prime industrielle qui a été consentie par l'État, qui a été créée pour alléger le poids des charges locatives des entreprises installées à Monaco et qui exercent une activité industrielle. Cette prime consiste en une aide au paiement des loyers pour des locaux situés à Monaco, hors dépôt. Cette prime est égale à la différence entre un loyer payé par l'entreprise et un loyer plancher avec une limite plafond. En janvier 2012, le gouvernement a revu les paramètres d'attribution de cette prime de sorte à diminuer les montants de la prime octroyée, en augmentant les loyers planchers et en abaissant le plafond annuel de la prime. L'impact de cette révision n'a pas été négligeable pour les entreprises concernées. Ma question est la suivante. Dans un environnement économique souvent compliqué pour l'industrie monégasque, ne pensez-vous pas que le gouvernement pourrait revoir et réajuster les planchers et plafonds de cette prime afin d'accompagner les entreprises concernées soit dans leur redressement, soit dans leur redéploiement, avec à la clé les emplois qui vont derrière? Merci. Je crois qu'on est déjà en train de revenir à la situation qui prévalait avant ces années de serrage de vis, mais qui était nécessaire au vu de la situation budgétaire. Donc, moi, c'est effectivement quelque chose que je suis prêt à envisager, pas forcément de repartir là encore à la hausse, mais de voir sous certaines conditions, et notamment celles qui concernent soit le maintien, soit le développement de l'emploi, au-delà de l'aspect purement financier et des loyers qui sont prélevés, que cette prime retrouve, si ce n'est pas déjà le cas, le niveau qu'elle était avant, une fois encore, les années 2011 et 2012, où il y a eu l'espèce d'effet ciseau que vous évoquez avec un relèvement du plancher, un abaissement du plafond. J'ai rencontré, il y a maintenant un peu plus d'un mois de cela, les représentants du GIEC qui m'ont fait une présentation assez détaillée, là aussi, sur les entreprises du secteur et le fait que pour un certain nombre d'entre elles, c'est une donnée importante de leur développement, et pas seulement de la continuation de leur activité, mais aussi de leur développement, et donc notamment, parce que ce sont des entreprises qui, elles, sont créatrices d'emplois potentiellement. On parle toujours, je disais tout à l'heure, de micro-entreprises, de ces nouvelles entités qui se créent, mais qui à chaque fois concernent 1 ou 2 personnes. Là, on parle à chaque fois de plusieurs dizaines de personnes, voire plus. Donc s'il y a véritablement un intérêt à voir se développer, et je suis la même logique que ce que j'avais expliqué tout à l'heure, de manière plus générale, des salaires et donc des contributions et donc du développement économique et je l'espère de l'impôt, je ne suis pas non plus opposé à ce qu'il y ait des aides qui viennent défalquer un certain nombre de coûts du moment que le développement économique et l'embauche sont au rendez-vous. Merci, monsieur le conseiller. Je mets donc ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Ce chapitre est adopté. Monsieur le secrétaire général. Nous passons aux comptes spéciaux du Trésor. Voilà, page 107. Article 80, compte d'opération monétaire, dépenses 1 million d'euros, recettes 2 500 000 euros. Je mets cet article aux voix, cet article du compte d'opération aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Article 81, compte de commerce, dépenses 15 340 000 euros, recettes 10 783 000 euros. Je mets cet article aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'article 80 est adopté. Article 82, compte de produits régulièrement affectés, dépenses 26 950 000 euros, recettes 27 701 000 euros. Je mets cet article 82 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Article 83, compte d'avance, dépenses 4 927 000 euros, recettes 4 846 000 euros.
Je mets cet article 83 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Article 84. Compte de dépenses sur frais avances de l'État. Dépenses 4 730 500 €. Recettes 6 117 500 €. Je mets cet article 84. Monsieur Burini. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Depuis la réponse aux questions qu'on avait posées, je voulais savoir si ce qu'en était le dossier sur l'assurance et sur le dégât des eaux sur le parking du quai Antoine Ier, s'il y a eu des nouveaux développements, si on va être couvert, si l'assurance accepte de payer le dégât des eaux du parking du quai Antoine Ier. Oui, c'est là, effectivement. Aujourd'hui, c'est le cas 84-10. Oui, aujourd'hui, effectivement, la discussion est en cours. On a bon espoir que l'assurance prenne une partie en charge. Bien. D'accord. Ça vous convient, Monsieur Burini? Merci beaucoup. Donc, oui. Bien. Non, je veux dire, la question, c'était pour savoir si ça allait être à la charge de l'État ou pas. Et l'autre fois, il y avait un doute, parce qu'on n'était pas sûr, il y avait un conditionnel sur le remboursement de l'assurance et tout. Pour l'instant, il y a des expertises en cours. On attend le résultat de ces expertises. Donc, je veux dire, ça n'a pas avancé, c'est ça que je voulais dire. Je voulais juste faire un point, puisqu'on n'a pas encore de... Non, on n'a pas encore depuis la dernière fois, c'est tout. Non. D'accord, merci. Parfait. Donc, je mets cet article 84 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'article 84 des comptes spéciaux du Trésor est adopté. Article 85. Compte de prêt. Dépenses 3 750 000 €. Recettes 1 473 100 €. Cet article 85 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Et enfin... Total général des comptes spéciaux du Trésor, dépenses 56 697 500 €, recettes 53 420 600 €. Je mets le total général aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il est adopté. Voilà, mes chers collègues, le ministre d'État souhaite nous dire quelques mots avant que nous clôturions les débats, avant de nous retrouver demain soir. Monsieur le Président, je vous remercie. Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, comme il s'agit du premier examen de budget primitif de la législature, je voudrais vous dire sincèrement que le gouvernement a apprécié la qualité de ces échanges et la tenue de ces échanges. Je crois pouvoir dire, au nom de mes collègues du gouvernement, que nous retiendrons beaucoup d'enseignements de ces échanges qui marquent l'examen d'un budget dont je voudrais souligner le caractère tout à fait exceptionnel dans le contexte européen qui est le nôtre. Ce budget marque un retour pérenne à l'équilibre budgétaire tout en permettant une augmentation très sensible, forte augmentation de nos dépenses d'investissement pour l'avenir. J'ai la conviction que peut-être malgré des difficultés de positionnement au début de nos débats, ou je dirais plus des difficultés liées à l'intelligence des mots, nous avons beaucoup travaillé, beaucoup progressé depuis le début de cette législature. En tout cas, le gouvernement se réjouit et je voulais vous le dire très simplement en vous remerciant tous, y compris la minorité, bien entendu. Merci, Monsieur le Ministre, de vos propos. Nous y sommes sensibles. Je crois que l'ensemble du Conseil national, majorité et minorité confondues, a effectivement étudié ce budget avec beaucoup d'attention, beaucoup de minutie, beaucoup de densité aussi. Il y a 15 nouveaux élus, donc c'était leur premier budget. Certains débats ont été parfois un peu longs, mais c'est normal. Je crois que chacun et chacune a pu
s'exprimer. Je voudrais également remercier les membres du gouvernement pour ce marathon budgétaire et vous dire qu'en fonction des agendas, nous n'avons pas réussi à mettre une date vendredi dernier, ce qui nous aurait permis d'avoir ce soir relâche en quelque sorte, et que les agendas se sont imposés à nous, n'est-ce pas, il y a 3 mois quand tout ça a été programmé. Vous dire également que nous nous retrouverons demain pour les explications de vote à 5h30. Je crois également pouvoir vous dire que nous avons le sentiment depuis maintenant 3-4 mois que nous avons progressé. Certes, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre sur des sujets essentiels comme l'extension en mer, où nous sommes encore je dirais en défaillance d'information, et c'est un sujet tellement important pour les années qui viennent. Mais je crois pouvoir vous dire, Monsieur le Ministre, qu'il me semble que notre méthode de travail est la bonne et elle permet de faire avancer le débat, et que je crois qu'un certain nombre de débats véritablement lourds ont été posés pendant ces séances, près de 19 heures de débat. Et voilà, je vous remercie. Je remercie la présence du gouvernement et je remercie les élus qui ont été particulièrement actifs et déterminés et qui sont... voilà, je les remercie tous. Merci beaucoup. À demain, nous nous retrouverons à 5h30. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.